à ce panel portant sur le contexte canadien et les thérapies géniques. Mon nom est Danica Stamirovic. Je suis scientifique principale du Centre de médecine moléculaire thérapeutique et je vais diriger cette séance. Nous avons une équipe variée et des panels très pointus pour se pencher sur une question clé. Ils vont partager leur expérience dans le contexte canadien. Et j'aimerais vraiment rapidement vous présenter les membres du panel. Et il y aura une petite présentation et ensuite une conversation sur le sujet. Donc oui, nous avons le Dr Michael Hayden, qui est un professeur CLAM en médecine moléculaire à l'Université de Colombie-Britannique. Il est aussi un président au niveau de la recherche. Il est un scientifique senior et un ancien directeur du Centre pour la médecine moléculaire. En 2012 et 2013, il était le président de problèmes de son. Il se concentre sur les maladies génétiques. Et avec cette équipe de recherche, il a identifié des mutations sous-jacentes à une déficience en lipoprotéine lipase et a développé des approches de thérapie génétique pour traiter cette maladie. Et ceci a été la première thérapie génique approuvée dans le monde occidental. Donc, il comprend vraiment très bien le contexte canadien pour le développement des thérapies géniques. Nous avons aussi Ronald Kwon, qui est le président et CEO de l'hôpital pour les enfants malades de Toronto. Il a rejoint SickKids en 2012. Il est chef de la division de médecine génétique et scientifique principale de l'Institut de recherche. Il a aussi été nommé chef du département pédiatrique de SickKids et de l'Université de Toronto. Sa recherche porte sur l'application des technologies d'édition du génome pour les troubles génétiques et pour intégrer le séquence, problème de son. Nous avons aussi Murray Kine, qui est professeur de médecine à l'Université de Toronto et qui est une des présidents au niveau de la recherche. Il est le directeur de TATA, qui est le programme d'évaluation de technologie, les scientifiques seniors du système de soutien pour les résultats. Avec l'Institut de recherche Toronto, il est aussi scientifique pour un autre centre. Et en finale, au niveau de l'éthique et juridique, nous avons Martha Marianne Noppers, qui est une professeure en médecine et loi. Elle est au département de génétique humaine, faculté de médecine de l'Université de McGill. Elle est aussi au conseil d'éthique du gouvernement et est aussi la présidente du panel de conseillers éthiques. Elle a reçu le prix national de la recherche et au niveau des politiques des sciences, elle a été nommée problème de son. L'interprète s'excuse, il y a tellement d'écho qu'il est difficile d'entendre. Avant de commencer, je vais vous donner quelques points d'intendance. Nous aurons une présentation de 5 minutes pour donner le ton. Et ensuite, nous encourageons l'auditoire de poser des questions dans la boîte de clavardage. Pour donner un contexte au niveau de la discussion, au niveau du conseil et de programme de recherche pour les thérapies. Ce programme a été lancé il y a quelques années
Excuse de l'interprète, le son est très difficile à interpréter. Au niveau de la recherche de collaborative, au niveau de ses capacités qui ont tenté d'aborder au niveau des points de vue des technologies et des nouvelles découvertes, qu'ils puissent fournir une meilleure accessibilité. Excuse de l'interprète, le son est exécrable. Développer un nouveau modèle et de faire face aux lacunes dans l'écosystème canadien. Qui ont été identifiés dans certains domaines, ainsi qu'une réforme clinique. Coupure de son. De suivre le parcours de la première thérapie génétique au Canada, de tenter de réinventer, d'améliorer la thérapie, mais aussi de s'assurer. Excuse de l'interprète, inaudible. Alors, sur ce, j'invite le docteur Michael Hayden de nous parler du parcours de Glibera. Michael, à vous la parole. Merci, Danica. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pendant ce colloque important. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Glibera. C'est vraiment une histoire canadienne avec la découverte et le développement clinique et qui a été exporté dans un autre pays pour la fabrication, ce qui a résulté en des problèmes qui ont mené au fait que ce produit n'a pas été disponible au marché canadien. Alors, ce produit traite une maladie rare, comme vous pouvez le voir, qui produit des problèmes de mobilité extrême. Les patients ont la pancréatite très grave. Au début, nous avons pu définir, c'est au Québec en passant, nous avons pu définir des fonctions qui sont très proches de la sclérose en plaques. Nous avons pu définir les mécanismes moléculaires qui sous-tendent et on peut voir qu'il y avait 2 mutations au Québec qui ont causé un déficit en LPL. Cela nous a mené à commencer une thérapie génique en utilisant une fonction de mutation génique que nous avons appelée Super LPL. Cela a été mené ici au début au Canada. Nous avons fait tout le travail préclinique afin de montrer le plasma provenant d'un modèle de grand animal qui avait une mutation spontanée et nous pouvons utiliser cette thérapie en vue des résultats obtenus. Et ensuite, les essais cliniques se sont passés dans 2 pays où les mutations avaient été définies, aux Pays-Bas et au Canada, surtout dans l'Est du Québec. On a administré ces essais cliniques et comme vous pouvez le voir ici, c'est que cela finit par devenir la première thérapie génique approuvée dans le monde pour les patients ayant un déficit en LPL. Les essais ont démontré que les patients avaient très peu de pancréatite, pas d'hospitalisation et cela a été après l'approbation en 2012 de la première thérapie génique. Voici des propos des patients. Voici une patiente qui a parlé en public, Mme Turcotte, qui a parlé du Québec. Elle a parlé de ce que c'était quand elle avait la pancréatite. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte à cause de la pancréatite, mais elle a pu avoir 2 enfants grâce à la thérapie génique. Elle a souffert de pancréatite débilitante. Elle a été hospitalisée plus de 40 fois et ensuite, après le traitement, elle n'a jamais eu d'autres attaques. Alors, ça semblait vraiment beau. La thérapie a été approuvée en Europe et quelques années plus tard,
le médicament a été retiré du marché. Pourquoi? Parce que la fabrication coûtait très cher. Le coût du médicament en 2013 et 2014 est monté à 1 million de dollars européens. Ça a été très coûteux. Ça ne figurait pas, ça n'a pas été approuvé au Canada et le médicament a été retiré du marché. C'est vraiment dommage parce que ce médicament avait beaucoup d'avantages potentiels pour les patients et par conséquent, grâce au programme canadien, nous avons maintenant une deuxième chance. Nous collaborons avec le CNRC sur une version améliorée du produit. Nous allons manufacturer ce produit au Canada et l'approche sera de pouvoir le faire à l'échelle dans le pays, ce qui le rendra immédiatement disponible aux patients qui le veulent dans le pays. Et nous allons le faire également en tenant compte des coûts. Alors, nous allons faire la fabrication à l'échelle. Il y a un centre qui se fait créer pour fabriquer les vecteurs viraux et les vecteurs associés à cette thérapie génique. Et nous voulons le faire au coût pour les patients canadiens, puis le commercialiser partout dans le monde. Alors, il s'agissait d'une leçon clé pour nous. Il y avait une opportunité clé, une compréhension moléculaire, un développement clinique qui se passait au Canada. Nous n'avons pas de contrôle sur le processus manufacturier qui se faisait à l'échelle au Canada parce que ça ne se faisait pas au Canada. Alors, nous n'avions pas de contrôle des coûts. Le médicament finit par être retiré du marché et nous retournons maintenant avec une version améliorée. Nous remplissons les lacunes dans le système lorsqu'il s'agit de fabrication de thérapie génique et nous espérons pouvoir offrir ce traitement génique au coût de production pour les Canadiens afin de fournir un peu de reconnaissance au niveau des coûts et etc. pour la thérapie génique. Cela se fait dans le cadre d'un effort de collaboration considérable. Merci. Je demanderai maintenant à Ronald Cohn de nous parler de l'édition génique et de la promesse de thérapie future. Merci. Merci de m'avoir invité ici. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur le CRISPR qui peut révolutionner, à mon avis, notre approche thérapeutique concernant de nombreuses maladies géniques. Je préfère stimuler des discussions intéressantes sur ce qu'il reste pour nous permettre d'aller de l'avant. Et nous savons peut-être qu'actuellement, l'édition du génome en CRISPR est en essai clinique. Et au niveau des maladies de déprassonitose et qui montre des promesses, mais ce que nous devons garder à l'esprit, c'est qu'on utilise les cellules de la moelle osseuse qui ont été exposées à la technologie CRISPR et qu'ensuite il y a une greffe pour le remettre pour le patient. Mais quand on parle des thérapies d'édition du génome, ceci est lié à d'autres organes. Il y a encore des questions qui restent en suspens. Donc, premièrement, il y a en ce moment des études sur les thérapies génétiques qui sont vraiment passionnantes et qui sont en cours au niveau de divers troubles, ce qui est vraiment critique alors que nous abordons les résultats de ces essais. C'est que nous apprenons beaucoup de ces essais et surtout concernant les effets secondaires afin que nous soyons bien informés quand on met en place l'essai CRISPR, puisqu'en ce moment, les
essais des thérapies génétiques sont assez similaires. Quand vous voyez que je suis vraiment enthousiaste au niveau du potentiel de la technologie CRISPR pour les thérapies, c'est que tous mes commentaires concernent le somatique au niveau des thérapies génétiques et la conversation au niveau de la germline. Et en fonction des résultats récents que la plupart d'entre vous avez déjà vus, il faut prendre beaucoup de précautions quand on pense à l'avenir de l'édition du génome germline. Mais je pense que nous nous rapprochons de l'édition du génome. Pourquoi est-ce que les questions portent aussi sur les effets hors cible? Ce sur quoi je voudrais me concentrer maintenant est qu'il y a de nombreuses façons d'expérimenter, de tester, d'évaluer les effets en fonction des cibles. Mais ce qui n'existe pas en ce moment, c'est d'évaluer au niveau des études animalières qui sont assez limitées au niveau des effets secondaires. Nos études in vitro des cellules humaines se traduisent par une évaluation des risques par rapport aux objectifs. Les scientifiques du monde entier se posent une question quant à l'estimation des risques. C'est une conversation qui est en cours et qui ne s'arrête pas. Quelles sont les immunités contre le Cas9? Il y a différentes études qui suggèrent qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Cependant, je pense que cela doit être pris en compte alors qu'on planifie les essais cliniques. Je pense qu'en ce moment, nous sommes limités au niveau de la méthode d'administration et au niveau des... Nous devons penser à des méthodes d'administration qui ne soient non virales pour administrer le médicament. Et aussi, il faut considérer les effets secondaires immunitaires. En finale, la dernière question dont je souhaiterais parler, c'est que le nombre de ces thérapies d'édition de génome sont l'exemple absolu de la thérapie individualisée, puisque nous recherchons des mutations précises dans les patients avec des médicaments adaptés qui ciblent justement ces mutations. Donc, au niveau du monde des maladies rares, nous réalisons que nous avons souvent peu de patients. Et quelquefois, on se retrouve dans des situations où il y a seulement un seul patient et un médicament pour ce patient unique. Donc, il y a un certain nombre de considérations à prendre pour effectuer les essais cliniques. On ne peut utiliser les exemples des médicaments oncologiques, mais peut-être les retirer, ces médicaments, d'un point de vue industriel. Je pense d'expérience personnelle, en fonction de ma propre recherche, de trouver quelqu'un qui soit vraiment intéressé de prendre les recherches universitaires et de passer au niveau supérieur, au niveau de la fabrication et des essais cliniques, est difficile. Car financièrement, cela n'est peut-être pas viable pour une société de le faire. Donc, il est important de voir comment les industries et les recherches doivent collaborer. Et pour, bien sûr, le bénéfice des patients. Et je vais m'arrêter ici. J'espère que vous aurez vraiment une excellente conversation. Aujourd'hui, je vais parler de CHART, qui est une initiative de l'Université de Toronto pour amener la médecine régénérative à la communauté de recherche canadienne. La médecine régénérative évolue rapidement dans le monde entier. Le Canada est bien placé pour participer à cette évolution par son leadership en matière d'essais cliniques et des capacités de fabrication pertinentes. Dans le monde entier, des centaines d'essais sont prévus au cours des prochaines années. Le thème est peut-être un peu trop héroïque,
pour les types d'activités que nous faisons régulièrement et peut-être un meilleur paradigme pour l'évaluation des technologies ou l'évaluation des technologies de la santé, s'assemble patiemment et de prendre soin des pièces d'un puzzle. Les défis de l'évaluation et du financement pour les produits de médecine régénérative au Canada a conduit à la formation d'un groupe au Canada dont des membres de Medicine by Design, qui est une initiative de médecine régénérative à l'Université de Toronto, CCRM TETA, c'est-à-dire le Toronto Health Economics et l'évaluation des technologies et la collaboration, et l'Université de Loughborough. En juin 2019, ce groupe a organisé et animé un atelier intitulé Charte, défis dans l'adoption des thérapies de médecine régénérative, axé sur les défis posés par l'adoption des produits de médecine régénérative après leur mise sur le marché. Charte a été suivi par 37 experts venus principalement du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. L'objectif du comité pour l'atelier était que le compte-rendu puisse aider à définir les prochaines étapes réalisables autour de la production de preuves et de l'engagement des décideurs politiques dans le domaine de la médecine régénérative. Notre atelier a donc été organisé autour de 4 grands thèmes ou paradigmes de l'évaluation des technologies de la santé. Le premier est celui des avantages et des inconvénients. Le second est l'économie de la santé. Le troisième est les soins centrés sur le patient et le quatrième est la faisabilité du système. Je vais parler très brièvement de chacun de ces thèmes. Maintenant, la discussion que nous avons eue sur chacun de ces thèmes. La première séance a porté sur la manière d'évaluer les avantages et les inconvénients des thérapies de médecine régénérative et sur le fait que la discussion s'est concentrée davantage, dans une très large mesure, sur la nature des données cliniques disponibles pour évaluer les avantages et les inconvénients des thérapies de médecine régénérative. Et une grande partie de la discussion s'est concentrée sur les difficultés de faire des comparaisons directes entre les groupes d'essais et de groupes de comparaison. Essentiellement, une grande partie des preuves dans cet espace sont des études à bras uniques dans lesquelles nous regardons simplement ce qui arrive aux patients qui ont été exposés aux thérapies de médecine régénérative et nous avons beaucoup de changements visuels ici. Et de cette façon, il est difficile de se faire une idée des avantages relatifs des thérapies de médecine régénérative puisque la plupart de ces études ne comportent pas de groupe témoin. C'est donc probablement le plus gros problème dans l'évaluation des avantages cliniques. Souvent, les essais randomisés ne sont pas possibles et lorsque le sont, la taille des échantillons est réduite, les délais de suivi sont relativement courts et ensuite parce que dans cet espace, la guérison est réellement possible, ce qui n'est pas le cas pour de nombreuses pathologies. Comment penser à la notion de guérison dans le domaine de la médecine régénérative alors que le suivi n'est pas vraiment assez long pour évaluer si la guérison est permanente? Vous savez, c'est un peu un défi. Si c'est le cas, l'ampleur des bénéfices peut être très grande, sinon moins. Voilà donc quelques-uns des problèmes que pose la réflexion sur l'ensemble des avantages et des inconvénients. Qu'en est-il de l'économie de la santé? C'est donc la deuxième grande dimension qui est prise en compte dans l'évaluation des technologies de la santé. Le sentiment du comité était donc qu'en général, les méthodes d'évaluation économique standard étaient applicables à la médecine régénérative et aux thérapies cellulaires, mais il y avait quelques réserves. Là encore, les réserves portaient essentiellement sur la manière de comprendre les avantages pour la santé dans le contexte des preuves, à savoir le fait que les essais sont à bras uniques, non contrôlés, et la nécessité d'extrapoler les avantages en tant que facteur clé de la rentabilité. Et puis une grande partie de la discussion au sein de cette commission s'est également concentrée sur le coût réel des technologies de médecine régénérative. Elles sont coûteuses et leur mise en œuvre peut enfin nécessiter des changements d'infrastructure qui peuvent ne pas être pris en compte dans l'analyse coût-efficacité. Nous avons examiné certains rapports de catégorie et tous les rapports coût-efficacité différentiel des technologies de médecine régénérative étaient supérieurs au seuil communément admis. Ainsi, traiter des médicaments pour lesquels nous disposons d'informations incomplètes et vous savez, selon les mesures conventionnelles, ne sont pas si rentables, vous savez, cela pose des défis importants. Je ne parlerai pas beaucoup de troisième domaine qui est celui des soins centrés sur le patient.
Je parlerai cependant un peu du quatrième domaine qui est la faisabilité du système, c'est-à-dire la capacité du système à intégrer les technologies. Et dans ce domaine, nous nous sommes concentrés spécifiquement sur les mécanismes de financement. Ainsi, le paradigme conventionnel de remboursement est que vous prenez essentiellement la décision d'accepter ou de ne pas accepter, ou d'adopter ou de ne pas adopter les technologies, mais vous savez, parce que ces médicaments sont si chers, prometteurs, mais si chers, et ont des résultats de santé si incertains, les décideurs politiques dans ce domaine explorent des options pour dire autre chose que oui ou non, mais une certaine forme de peut-être avec une couverture conditionnelle. Et les options qui ont été discutées dans le passé comprennent l'amortissement qui répartit le coût initial plus élevé sur une période qui reflète le profil temporel des avantages. Des choses comme la rémunération au rendement qui exige un suivi du paiement et des mesures de rendement du succès. Le crédit bail, la répartition du coût dans le temps et l'innovation, des mécanismes de financement innovants issus des marchés financiers, ou par exemple un payeur mettra en place une obligation qu'une autre entité achètera et le payeur fournira un retour sur investissement. Nous avons donc là les 4 grands domaines et certaines des questions qui sont pertinentes pour l'examen des preuves dans ces domaines, au sein de ces domaines. En tant que groupe, nous avons estimé que les médecines régénératives sont vraiment très prometteuses dans des domaines spécifiques. Ensuite, vous savez, elles présentent des preuves incroyablement solides de leurs avantages cliniques, mais cela ne signifie pas qu'elles sont encore prêtes à être adoptées à grande échelle. Il reste d'énormes défis à relever. Ils se situent dans la catégorie des preuves, de la conception et de la mise en œuvre de la recherche, et surtout des défis fiscaux liés à leur intégration dans les systèmes de santé. Notre groupe souhaite vraiment continuer à travailler dans ce domaine avec les scientifiques et les décideurs politiques afin de continuer à explorer les méthodes permettant d'intégrer les produits de médecine régénérative dans les soins de santé canadiens. Sur ce, je vous remercie de m'avoir invité au sein de la comité. Bon après-midi, c'est un plaisir d'être ici. Même si je suis le dernier orateur de cette session, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose d'intéressant. En fait, j'ai choisi sur la diapositive suivante un droit que très peu de gens connaissent et j'essaye d'utiliser tout le sujet de la thérapie génique pour montrer comment ce droit peut soit soutenir son avancement, soit en faire créer ce que j'appelle une énigme somatique. Le droit à la science remonte donc à 1947, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand j'ai fait mon droit, je n'ai pas parlé de ce droit. Et quand j'ai parlé aux avocats des droits de l'homme, ils ne connaissaient pas ce droit. Mais il existe réellement et il parle du droit de chacun. Cela signifie que chacun doit participer au progrès scientifique et à leurs bienfaits, et en même temps d'être reconnu s'il a fait des contributions intellectuelles telles que, vous savez, qui seraient éventuellement protégées par la propriété intellectuelle. Diapositive suivante. Cette déclaration était en fait, ou cet article, cette déclaration a été incorporée dans un pacte en 1966, et ce pacte a été signé et ratifié par 169 pays, ce qui signifie que cela va au-delà d'une déclaration pour devenir ce que nous disons être une action légale. Vous pouvez demander à votre gouvernement si votre gouvernement a signé et ratifié. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Qu'est-ce qui se passe? Comment avez-vous promu ce droit à la science? Et nous, en tant que Canadiens, nous pouvons le demander parce que le Canada a signé. Là encore, vous voyez le droit aux bénéfices et aussi la possibilité de protection de la IP. Mais ce qui est intéressant dans ce pacte, c'est que vous avez le droit de bénéficier, et le droit de bénéficier et ses avantages ne peuvent être limités par la loi que lorsque c'est dans le but de promouvoir le bien-être général dans une société démocratique. Diapositive suivante. Quel est donc le rapport avec la thérapie génique somatique? Bien, j'ai nommé 4 énigmes, les coûts, les utilisations cosmétiques, les enfants et la coordination. J'espère en quelque sorte mettre en lumière certaines de ces questions. Prochaine diapositive. La première est donc le coût. Je pense que vous en avez entendu parler hier dans l'exposé de Chris McCabe sur Exxon. Vous avez également entendu Janet Russell expliquer, dans l'étude du groupe d'experts du Conseil canadien, des académies, toutes les questions et les problèmes liés au coût, à l'équité et à l'accès, en particulier dans les pays comme le Canada, qui ont un système de santé universel, une valeur que nous partageons tous en tant que Canadiens.
Mais juste pour commenter le dernier point de cette diapositive sur les coûts, il y a également des coûts pour les chercheurs, non pas tant en termes, vous savez, d'obtention de subventions pour payer ce travail ou d'obtention de la couverture de l'hôpital, mais plus encore l'ensemble du processus d'approbation est vraiment compliqué et long. Et parfois, nous utilisons encore des termes tels que produits biologiques, médicaments, dispositifs, et vous savez, nous nous dirigeons vers un terme plus élastique qui peut suivre les développements technologiques appelés projets thérapeutiques avancés. Mais ils doivent encore être soumis à Santé Canada. C'est lent, c'est prudent et c'est coûteux. Prochaine diapositive. Ce que nous oublions aussi, c'est que c'est surtout dans les conditions pédiatriques où beaucoup de thérapies somatiques sont utilisées et, espérons-le, mettront fin aux souffrances de ces enfants atteints de maladies souvent rares ou à forte morbidité et mortalité. Il pourrait y avoir des objectifs d'amélioration, des objectifs cosmétiques. Si vous travaillez avec la CF et que vous libérez ensuite les poumons, ou si vous travaillez avec une dystrophie musculaire et que vous créez de la masse musculaire, vous pouvez bien voir pourquoi tous ces mêmes objectifs thérapeutiques pourraient être utilisés à mauvais escient dans un grand contexte. Diapositive suivante. L'une de mes principales préoccupations, puisque le domaine commence principalement dans le domaine pédiatrique, est donc de savoir ce qu'il en est dans des enfants et de leurs droits, qui parlent au nom des enfants, et comment nous pouvons maximiser l'utilisation de leurs données maintenant et à l'avenir tout en protégeant leur vie privée. Comment pouvons-nous partager, car c'est encore très rare? Pouvons-nous partager au-delà des frontières? Vous savez, les succès, les échecs, les complexités du partage des données, et je suis désolée pour le processus thérapeutique. Et aussi pour les modèles de consentement, nous avons toutes sortes de modèles qui fonctionnent dans la recherche, mais ne sont pas nécessairement faits pour le milieu clinique. Il s'agit évidemment toujours d'efforts de recherche, mais on ne peut pas reconstituer un enfant majeur pour quelque chose qui est déjà devenu une partie de son corps, de son être et de sa constitution génétique. Lorsqu'il atteint la majorité, il n'a pas ce choix, ce sont les parents qui font le choix. Et enfin, j'ai mentionné sous les enfants, j'ai mentionné la maximisation de leurs données, mais avec la somatique, et un jour si nous y arrivons, mais le gène, l'édition germinale, il y aura même avec la surveillance somatique intergénérationnelle, il doit y avoir une surveillance. Est-ce que la technique CRISPR, quel est l'effet à long terme? Y a-t-il des effets fâcheux qui n'étaient pas évidents au moment de l'intervention, mais qui sont devenus évidents plus tard? Et qu'est-ce que cela signifie pour un enfant qui doit être suivi et pour la génération suivante qui doit être suivie? Personne n'a vraiment prêté suffisamment attention à cela. Et ici, avec les enfants, vous avez le droit à la science, mais vous avez aussi leurs enfants avec le droit à la santé, ce qui est probablement l'une des raisons pour lesquelles les thérapies somatiques progressent. Les enfants ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible. C'est le plus haut niveau qu'il soit possible d'atteindre. Vous n'avez pas le droit à la santé. Et vous pourriez probablement aussi renforcer le droit à la science et le droit à l'aide en faisant appel aux droits des générations futures. Et c'est là qu'interviendra le sujet intergénérationnel. C'est donc complexe. C'est un autre C. Diapositive suivante. Enfin, je sais que le prochain groupe de discussion va parler de ce rapport. Si nous passons du somatique et que nous tirons les leçons du somatique, les leçons de sécurité, les leçons d'efficacité, les leçons intergénérationnelles, cela nous permettra de commencer à travailler au moins dans la recherche, sinon dans la préclinique, dans l'hérédité, dans l'espace d'édition germinale. Et c'est là que le modèle qui a été suggéré récemment pour l'édition de génome humain héréditaire devrait un jour être considéré comme sûr pour les applications cliniques, puis dans des conditions très limitées que nous entendrons, je pense, dans le prochain panel, il est déjà nécessaire de mettre en place ces trois entités, Organisation internationale de surveillance. Et je pense que nous devrions même commencer par le faire de manière somatique afin qu'il soit définitivement en place lorsque le montage germinatif commencera un jour. Et l'un est un organisme international, c'est peut-être là que le partage des données commencera. Il examine les données scientifiques, donne des conseils et peut formuler des recommandations à l'intention des pays qui prennent ensuite leurs propres décisions souveraines.
Mais il est utile d'avoir un organisme de haut niveau qui dispose des meilleures données scientifiques et qui n'essaie pas de partir de zéro. Il n'a pas nécessairement cette capacité scientifique à sa disposition. Et c'est vraiment important pour éviter ce que l'on appelle le tourisme médical, etc. Deuxièmement, il devra également y avoir un espace de débat pour un débat international sur la question de savoir si nous voulons aller plus loin et ou quelle est la différence entre somatique et amélioration, thérapeutique contre amélioration et ainsi de suite. Et enfin, et c'est une sorte de note négative pour terminer, nous avons besoin d'un mécanisme de dénonciation. Nous avons besoin d'un endroit où ceux qui sont concernés peuvent soulever des questions sur ce qui se passe dans leur pays et leur laboratoire, ou avec leurs collègues, et un endroit prudent, évidemment, qui protégera la vie privée de toutes les personnes concernées. Mais la leçon des jumeaux en Chine, qui sont nés selon la méthode CRISPR, montre combien de personnes savaient, pensaient ou voyaient réellement, et ne savaient pourtant jamais où aller avec leurs inquiétudes sur des thérapies qui n'étaient pas vraiment thérapeutiques. Pour conclure sur cette note, et je pense que pour le Canada, il serait peut-être temps d'envisager la création d'un organisme national auquel nous pourrions tous participer ici au Canada, mais aussi avec nos collègues au niveau international. Je pense donc que c'est de cette manière que nous pouvons vraiment utiliser le droit à la science, le droit à la santé et les droits des générations futures de manière responsable. Je vous remercie. Nos panélistes de la difficulté à venir se joindre à nous. Alors, pendant que nous l'attendons, nous allons commencer la discussion concernant les présentations. Vous avez soulevé des points essentiels, critiques, sur lesquels se penchent les universitaires et les gouvernements. Lorsqu'on parle du domaine des maladies rares, l'établissement des diagnostics est une composante importante, mais ensuite, le fait de pouvoir passer du diagnostic à la conception d'un traitement, c'est un enjeu complètement différent. Et ensuite, de pouvoir produire ceci en tenant compte des meilleures pratiques, c'est un autre élément. Alors, je vais demander à M. Ronald de commenter de façon plus large sur le diagnostic, le séquençage et le milieu hospitalier. Comment pouvons-nous continuer à aller de l'avant avec la conception et l'élaboration? Ce sont deux sujets complètement différents et très vastes. Le premier, c'est qu'ici au Canada, il faut rapatrier et fournir des possibilités à nos patients qui ont besoin de thérapie ou de séquençage génomique. Cela doit pouvoir se faire au Canada et pas sur une base clinique aux États-Unis ou ailleurs. Je pense que nous avons fait un peu de progrès à cet égard, mais voilà la première étape qu'il faut prendre. Il faut que ça se passe ici. Il faut que nous ayons les capacités technologiques et autres afin de choisir des centres de séquençage génomique. Il y a beaucoup de gens au Canada qui peuvent aider à analyser ces génomes et c'est là le numéro 1. Alors, j'espère que nous allons pouvoir résoudre ce problème au cours des prochaines années. Si on se rend maintenant au développement des thérapies, je pense que vous soulevez des questions très intéressantes. Comment aborder ces problèmes? Je ne pense pas avoir de réponse, mais je vais essayer. Premièrement, en théorie, presque n'importe quelle mutation génique pourrait être susceptible à la technologie d'édition génomique. Si vous êtes un chercheur individuel qui s'intéresse aux maladies ou que vous avez un collègue qui s'intéresse à la recherche dans ce domaine, vous pouvez partager vos échantillons de patients et faire les expériences préliminaires et précliniques essentielles pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces patients qui ont une maladie rare, qui vous posent une question?
Est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait pour mon enfant? C'est une question qu'on me pose au moins 1 ou 2 fois par semaine. Et je pense que d'un point de vue systématique, il faut penser à la capacité de notre système pour analyser, au moins en théorie, si la mutation est correcte. Je veux conclure avec une dernière pensée qui est critique, à mon avis, et qui sera la question qu'on va se poser pendant les 20 ans à venir. Et c'est la fenêtre thérapeutique. Que sera la fenêtre thérapeutique des enfants qui ont une maladie génétique ou les adultes où la technologie génomique est potentiellement disponible ou peut l'être? Quand est-ce trop tard de traiter et quand est-ce que nous allons prendre une décision que ça vaut la peine de procéder? C'est une conversation très difficile et c'est une conversation pour laquelle nous n'avons pas de réponse pour la plupart des maladies graves. Merci. Michael, voulez-vous nous fournir votre perspective sur la façon d'intégrer les efforts canadiens en diagnostic et en créant un environnement où nous pouvons avancer le développement des technologies, des thérapies? Excellente question, Danica. Je pense que l'histoire du Glibera démontre qu'il y a un écart qui ne se rapporte pas seulement à la thérapie génomique, ça se rapporte aux vaccins, ça se rapporte aux anticorps et ça se rapporte à l'écart dans les procédés de manufacture au Canada. Et c'est très remarquable. Lorsqu'on examine le Glibera, on a pu faire une découverte précoce, mais ensuite, on a dû établir un partenariat en Europe pour y arriver. Ce n'est pas seulement ça. Si vous examinez les anticorps, le premier anticorps qui a été approuvé dans le monde pour la COVID a découlé d'une petite compagnie à Vancouver qui s'appelle AbCellera. Mais cette compagnie n'avait pas la capacité de fabriquer, donc elle a établi un partenariat avec Lilly qui fait la fabrication. Et le Canada, maintenant, reprend cet anticorps en petite dose minuscule à cause de cet écart. Et bien sûr, dans les vaccins, nous voyons la même chose. Alors, il y a vraiment un manque systémique de capacité de fabrication au Canada. Alors, je suis très heureux de voir que le CNRC travaille présentement pour créer un appel de fabrication à l'échelle qui peut essayer de produire cela. Parce que lorsqu'on produit à l'échelle, les coûts baissent dramatiquement, considérablement, et on peut arrêter de fournir aux Canadiens et aux patients et aux contribuables des produits à bon prix. Alors, le gouvernement a fourni un soutien pour le développement d'infrastructures pour les anticorps ici au Canada et le CNRC le fait pour la thérapie génique. Ce n'est pas seulement pour le Glibera, mais ça sera la plateforme qui va mener aux autres et aussi pour les vaccins. Nous espérons que cet écart peut être comblé dans l'avenir. Alors, il s'agit d'un écart systémique qui, en principe, nous commençons à intégrer au niveau du CNRC. C'est une solution canadienne. Nous intégrons le travail clinique avec le fabricant. Avec la fabrication, nous l'intégrons dans une solution très unique qui pourra fournir ces agents à faible coût pour les patients et, en bout de ligne, créer une solution rentable et efficiente. Merci. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Au CNRC, on a vraiment vu cela comme un écart essentiel. Il est important de fournir les capacités à l'environnement canadien de produire certaines de ces thérapies géniques et au moins d'avoir les compétences médicales pour pouvoir initier les essais cliniques. Et déployer cette petite population au Canada qui souffre de maladies graves ou rares. Mais il y a toujours une autre étape. Après que nous allons faire des essais cliniques, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il y a des modèles commerciaux
Il y a des partenariats publics ou privés. Comment fait-on pour s'assurer que ces produits ne sont pas seulement disponibles dans les essais cliniques, mais aussi non seulement au Canada, mais ailleurs? Pour réflexion, je ne sais pas si on parle d'un modèle de commercialisation, mais un modèle qui remplace les modèles actuels de commercialisation. OK, alors je vais commencer. Nous avons une opportunité unique lorsqu'on examine le besoin de ces thérapies à l'échelle mondiale. Il y a des interactions possibles entre les compagnies qui commercialisent et le Canada afin de trouver une façon de rembourser les contribuables qui ont appuyé ces initiatives à un coût par incrément minuscule. Et pour le reste du monde, il est important d'avoir une commercialisation qui fonctionnera. Je pense que nous pouvons initier une solution canadienne qui fournira un accès aux patients canadiens et qui reflète la contribution des gouvernements fédéraux et provinciaux concernant la découverte et le développement du produit et qui aide à fournir le soutien d'infrastructures. Alors, je pense que nous pouvons avoir une réponse unique canadienne à un gros problème canadien. Merci. Oui, j'ajouterais quelque chose au propos de Michael. Nous avons l'occasion de vraiment favoriser une collaboration solide entre les universitaires et les entreprises afin de réduire les coûts de ces produits. Je pense que ça se passe un peu, mais je pense que ça commence à se passer de plus en plus. Ce n'est peut-être pas la meilleure, nous avons peut-être la meilleure opportunité de le faire à une plus large échelle. Merci. Je vais voir si notre panéliste peut se joindre à nous. Et si nous pouvons passer à sa présentation. Ou si nous avons encore, s'il éprouve encore des problèmes techniques. Bon, on dirait que nos difficultés techniques sont encore là. Alors, nous allons poursuivre le thème d'opportunité. Je veux vous remercier pour vos commentaires parce que comme nous essayons de voir comment faire cela à l'échelle, il faut vraiment avoir des installations. Cela va prendre beaucoup d'investissement pour pouvoir le faire à l'échelle. Nous ne pouvons pas dédoubler cela dans chaque province. Il sera nécessaire d'avoir des installations nationales qui vont appuyer ce projet et qui offrent le cadre de travail dont nous avons besoin pour fournir cette solution à tout le pays. Et ensuite, une fois que ces installations sont en place, comment allons-nous définir les prochaines priorités de ces installations et comment allons-nous les choisir? Parce que le Canada a un fardeau particulier lorsqu'il s'agit de thérapie génique en fonction de l'histoire et de la formation du Canada allant de Terre-Neuve à Québec et à d'autres populations au Manitoba où il y a des maladies qui sont fréquentes, très fréquentes, parfois les plus fréquentes au monde, mais qui sont souvent négligées parce qu'elles ne sont pas aussi fréquentes ailleurs dans le monde. Alors, nous avons des problèmes uniques qui ont besoin de solutions uniques. Oui. Oui, je vais en parler un peu. Oui, alors, comme vous l'avez mentionné, la maladie n'a été inaudible pour l'interprète, mais c'est une maladie qui se produit assez rarement.
Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a un écart. C'est quelque chose que le CNRC savait. Nous travaillons à mettre en œuvre des installations cliniques. Et ces installations pourront entreprendre certains types de développement pour un certain nombre de patients. Mais le but était vraiment de pouvoir faciliter les meilleures pratiques. Est-ce que le Canada peut aller au-delà de ce qui se fait et produire sur une plus grande base commerciale? Oui, je le pense. Par exemple, nous avons puisé des leçons du manque de durabilité à partir de thérapies avancées. Mais il faut vraiment aller pas à pas pour s'assurer d'améliorer le système, de comprendre quelle sorte d'innovation nous pouvons faire ici dans nos installations. Et il faut réfléchir aux autres parties prenantes afin d'améliorer afin de savoir quelles sont les étapes subséquentes. Le son est très mauvais. L'interprète a de la difficulté à entendre la conférencière. Alors, il s'agit d'un partenariat classique. Alors, présentement, notre objectif est de commencer à construire des possibilités, des installations et d'essayer de produire des modèles que nous pouvons utiliser. Dans le cas, à la lumière de vos propos, c'est utile que l'auditoire puisse comprendre ce qu'on signifie lorsqu'on parle de à l'échelle. Lorsqu'on produit en petit volume, les coûts sont parfois des centaines de milliers de dollars pour une dose unique. Mais lorsqu'on arrive à une capacité de milliers de litres, on peut réduire ces coûts de 10 à 20 fois. Et le fait de pouvoir le faire à l'échelle peut vraiment réduire les coûts de production tellement que j'espère qu'au Canada, à moyen terme, c'est sûr que ça ne sera pas à court terme, qu'on pourra le faire à l'échelle afin de réduire les coûts ici pour que ça soit vraiment accessible à tous les patients qui en ont besoin partout dans le pays. Oui, vous avez raison. Surtout lorsqu'il s'agit de thérapie génique. La production à l'échelle, ce qui résulte en coût par patient, alors, nous voyons d'après cela qu'il va y avoir d'autres étapes nécessaires à entreprendre pour aller de l'avant. Lorsqu'on parle de thérapie génique et de la fabrication des traitements. Alors, je vais vous poser d'autres questions. Parlons des forces. De votre perspective, quelle est la force de la recherche universitaire canadienne qui peut fournir au pipeline? Oui, alors je commence. Si on examine
la force de la capacité intellectuelle universitaire, c'est incroyable. Il y a tellement de scientifiques exceptionnels qui travaillent sur l'édition génomique ou la génétique. Il y a des approches au niveau préclinique, y comprend des expériences menées sur les animaux. Il n'y a pas de manque de pipeline. Les problèmes sont ceux dont nous avons discuté. Comment allons-nous non seulement créer la capacité au Canada, mais comment allons-nous créer les relations afin de prendre ce que nous faisons dans nos laboratoires et le faire passer à la prochaine étape afin de vraiment pouvoir identifier le parcours menant aux essais cliniques. Et on dirait que c'est un vieux problème et ce l'est probablement. On parle de la traduction du médicament. Il y a des arrêts dans le laboratoire ou en essai clinique. Mais surtout lorsqu'on parle de l'édition génique, je pense que les pipelines existants sont des obstacles incroyables à surmonter. Mais j'espère que nous sommes sur la bonne voie parce que ça serait vraiment dommage si nous ne pouvions miser au Canada sur le potentiel incroyable universitaire que nous possédons. Danica, j'ai quelque chose à ajouter. Lorsqu'on examine les forces canadiennes, le Canada est un chef de file mondial lorsqu'il s'agit d'identification de maladies, de la fibrose cystique à d'autres maladies, et il y en a beaucoup d'autres. Et cela s'est produit dans les années 90 grâce au partage de ressources que nous avons fait. Il y avait une réponse collaborative canadienne à certains des problèmes auxquels nous faisions face. Nous avons besoin de ce même esprit maintenant. Il ne faut pas dédoubler les ressources dans chaque province, ça coûte trop cher, mais on peut partager les choses parmi les provinces. Le Canada a des forces uniques en génétique moléculaire, en découverte. Nous n'avons pas autant de force sur le plan de la traduction, du développement, mais on s'améliore. Et je pense qu'il y a des façons de combiner les forces pan-canadiennes et de fournir des soins de santé à des patients qui souffrent tellement. Je pense que ça pourrait devenir une de nos forces. Nous avons une population unique, une approche unique, et en fonction de notre histoire et d'où proviennent les gens, quand les gens sont venus ici, ils ont amené leur mutation génétique ici, et parfois ils se sont isolés dans des communautés, ce qui a résulté en une agrégation de maladies. Mais le Canada est chef de file en découverte de gènes. Il y a un écart dans la traduction pour nos propres patients dans ce pays. Et c'est là où nous devons maintenant bâtir davantage. Mais cela aura besoin d'un appui gouvernemental en termes de construire cette capacité. Mais nous avons des forces incroyables en matière de découverte, ainsi qu'en esprit collégial et collaboratif dans ce pays. Nous sommes tous unis par un désir commun de faire les choses pour nos patients ici, premièrement, et nous ne voulons pas avoir des découvertes qui sont exportées puis réimportées, comme on le faisait auparavant avec le bois, à un coût plus élevé qui le rend plus cher pour les contribuables canadiens. Alors, on veut découvrir, traduire et le donner aux patients ici, puis ensuite le commercialiser ailleurs dans le monde. Super. Merci, Michael, pour ces paroles très inspirationnelles, très inspirantes. C'est vrai que nous sommes compétents, que nous avons des forces faciles à identifier. Je pense que le CAC, dans son rapport, a indiqué que pour aller de l'avant, il va falloir se fier à l'écosystème canadien. Un autre élément, c'est la gestion de l'investissement public.
Cela repose sur des partenariats. Je pense que notre séance tire à sa fin. Notre troisième panéliste semble avoir des problèmes techniques. Je m'en excuse, nous n'avons pas eu l'occasion de l'entendre. Bonjour. Alors, est-ce que nous pouvons demander à d'autres panélistes de se joindre à nous? Encore une fois, je suis désolée, nous éprouvons des problèmes techniques. Nous n'avons pu donner la parole à deux autres panélistes. Mais j'espère que la discussion que nous avons eue aujourd'hui a été assez engageante. Alors, nous allons passer dans les questions de l'auditoire tantôt. Je vais remercier Michael et Ronald de s'être joints à nous et de nous avoir fourni leurs commentaires sur le contexte canadien en matière de thérapie génique et de nous avoir parlé de leurs expériences. Merci. Merci. Au revoir.